Bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Avenir Sp. Je suis le Dr Vincent Prado, membre d'Avenir Sp et président du syndicat national des cardiologues. Et nous allons donc être ensemble sur 1 heure autour de l'Optam. Et finalement, le titre pourrait être tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Optam sans jamais oser le demander. Je partage ce plateau avec le Dr Patrick Gasser, donc président d'Avenir Sp. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et nous avons des représentants de la CNAM qui vont venir nous éclairer sur les modalités de calcul et les questions que vous posez autour de cette Optam. Donc nous avons Lucie Loisel qui s'occupe de la coordination de la convention à la CNAM. Nous avons Raphaël Veil qui est responsable adjoint du département des professions de santé. Et nous avons Ismaël Aisseni qui est chargé de mission. Bonsoir et bienvenue. Merci de votre présence. Et sans plus attendre, je passe la parole à Patrick Gasser qui va nous, quelque part, planter le décor de cette Optam. Patrick, qu'est-ce qu'il faut penser de cette Optam ? Alors, bonsoir. Et pourquoi cette réunion ce soir ? Parce que simplement, vous nous avez sollicités tous, parce qu'il y a de l'incompréhension dans ce qui vous est adressé par vos caisses locales. Je rappellerai que ce contrat est un contrat individuel. Il rentre bien évidemment dans la convention. Nous avons négocié ce contrat, mais il y a effectivement des incompréhensions. Incompréhensions sur la lecture du texte, et que cette Optam qui continuait pendant la convention, eh bien, il est lié à une chose importante qui est la renégociation de la CCAM. Et aujourd'hui, cette CCAM, elle a environ entre 12 et 18 mois de retard, ce qui pose un problème dans le cadre de la refonte de cette Optam qui était liée normalement à ce rendu au Conseil de la nomenclature pour ces nouveaux actes. Alors, nous devions donc avoir une renégociation à l'été 2025, et on est déjà à l'été 2025, donc vous voyez ce retard, et donc un contrat qui est un peu battu en brèche, puisque la convention est aussi un contrat. Nous allons commencer rapidement sur les gens qui se plaignent de ne pas avoir le son. Des remontées de terrain, et donc si on peut avoir les premières diapositives. Je ne les vois pas. Voilà, je vous donne le sommaire rapidement. Quelques exemples concrets. Après, une explication de la méthode de calcul qui est utilisée pour les nouveaux taux de chacun d'entre vous et des taux individuels. Parfois, on parlera peut-être de taux collectifs, si vous avez choisi l'Optam de groupe. Et puis, on va essayer de faire une partie importante sur les questions et les réponses pour essayer de vous orienter. Mais surtout, la décision est une décision qui vous sera individuelle. Et on veut vous donner les clés de la compréhension de ce qui vous est apporté aujourd'hui par vos nouveaux contrats. On discutera de la possibilité de négociation, puisque à un moment ou à un autre, certaines caisses vous ont proposé des taux différents, mais je crois que la caisse vous dira qu'il n'y a qu'un seul négociateur, qui est le négociateur national. Voilà. Donc on va rentrer dans le concret rapidement. Et donc, quelques cas. Je suis ORL en Sarthe, secteur de Optam. Donc la Sarthe est une ville de préfecture et un département rural. Proposition de la CNAM sur l'avenant, j'ai une diminution du taux de dépassement de 15 à 5%, et j'ai une majoration de mon taux d'opposabilité de 45 à 70%. Des chiffres qui sont globalement importants. Alors, est-ce que ça va impacter mes dépassements ? Est-ce que ça va surtout impacter mon chiffre d'affaires ? Le deuxième, le psychiatre en Isère, depuis plus de 10 ans à l'Optam, et avant le contrat d'accès aux soins, c'est ce qu'on appelait le CAS,
je ne respectais pas mes taux de dépassement, mais je respectais mon taux d'opposabilité. Eh bien, ce que l'on me propose, c'est une augmentation de mon taux de dépassement de 20 à 23% et une majoration de mon taux d'opposabilité de 16 à 19%. Le troisième cas est probablement le dernier. J'ai respecté mes engagements. Je trouve que les nouveaux objectifs sont inatteignables pour moi. Existe-t-il donc une possibilité de négocier? La Caisse ne me dit pas que la date de résignation effective de mon contrat est dans 2 mois. Et ça, souvent, c'est un oubli. Vous avez sûrement entendu que la deadline, c'était le 31 mai. La CNAM a repoussé au 27 juin. Date limite de signature, mais lorsque vous lisez votre contrat, à l'intérieur, la rupture de contrat interviendra 2 mois plus tard. C'est donc à dire que nous avons jusqu'au 1er septembre 2025. Et entre-temps, probablement que la Caisse d'assurance maladie nous proposera peut-être des avancées, et vous savez qu'Avenir Spé a demandé un moratoire compte tenu du retard engagé sur la CCAM. Et puis, dernier élément, peut-être, je suis gastro-entérologue, j'appartiens à un groupe, j'ai pris un optame de groupe, non-respect pour un des collaborateurs de mes engagements, quelles sont les conséquences individuelles et collectives? Voilà. Maintenant, je vais passer la parole. Merci beaucoup, Patrick, pour avoir planté le décor et déjà avoir un peu le florilège des questions qui nous sont remontées. Et avant, donc, il y aura un large temps de questions-réponses que nous prendrons après la présentation. Et on essaiera de faire le tour des difficultés que vous rencontrez. Donc là, je passe tout de suite la parole à Raphaël Weil qui va nous dire quels sont les mécanismes sous-jacents et fin de calcul de cet optame. Merci beaucoup. Merci Dr Gasser pour effectivement la contextualisation du problème. Effectivement, je vais rebondir sur un élément qui a été passé dans le 3e cas que vous avez cité, qui est mes nouveaux objectifs sont inatteignables. Alors ça, pour nous, c'est avant tout un sujet de compréhension de ce dispositif objectivement assez complexe. Parce que c'est une contradiction dans le texte, dans la mesure où, si ces objectifs sont là, c'est qu'ils ont été atteints. C'est-à-dire les objectifs, quels qu'ils soient, ne sont basés que sur le constat fait sur votre propre pratique. Simplement, ils sont recalibrés, donc ils apparaissent différemment, mais on va essayer de détailler ça. Je ne sais pas si on peut afficher les prochaines diapositives, donc je vais essayer de revenir là-dessus. Alors... Comment sont calculés ces taux? Donc vous savez que dans la nouvelle convention, on prévoit de partir d'une nouvelle période de référence plus proche de la pratique actuelle des médecins. Et donc cette nouvelle période de référence, elle est sur les années 2022-2023. On va constater les taux de dépassement sur 2022-2023. C'est les taux que vous connaissez, qui vous ont été fournis sur ces périodes. Et donc ça donne des taux de dépassement constatés. Maintenant, et c'est ça qui pose une grande partie de l'incompréhension, je pense. Il faut recalculer ces taux. Pourquoi? Parce qu'il y a des revalorisations tarifaires qui sont intervenues depuis. Et ces revalorisations tarifaires font qu'en fait, vos taux sont plus faibles que ce qu'ils étaient. Pas parce que votre pratique tarifaire a changé, pas parce que vous tarifez différemment vos patients, parce qu'on est toujours sur 2022-2023, mais compte tenu de ces revalorisations, en fait, vous dépassez moins qu'avant, simplement parce que la base de remboursement de l'assurance maladie a été augmentée. Donc, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on est d'accord qu'on parle de 2 taux, le taux de dépassement et le taux d'opposabilité, comme vous disiez, donc qui est une représentation du taux de personnes chez qui vous pratiquez des dépassements, pour le dire simplement, ou plutôt le taux de personnes chez qui vous êtes à tarif opposable, c'est-à-dire sans dépassement. Sans dépassement. Une chose à bien comprendre sur le taux de dépassement, d'abord, c'est que c'est une moyenne. C'est-à-dire que dans ce taux de dépassement, on prend aussi en compte les personnes chez qui il n'y a pas de dépassement. Donc, si on dit, par exemple, un taux de dépassement, je dis n'importe quoi, à 10%, ça ne veut pas dire que quand vous dépassez, vous devez faire plus 10% sur vos actes. Vous pouvez faire beaucoup plus, mais ça dépend du nombre de personnes. Jusqu'à 150%.
Voilà, ça dépend du nombre de personnes chez lesquelles vous faites ces dépassements. Alors, je ne suis pas sûr de ce chiffre, mais mais bon, je laisserai mes collègues compléter sur ça. Mais voilà, simplement pour dire que voilà, ces taux sont des moyennes, donc de toute façon, ils sont assez loin de la réalité de la pratique. Mais en tout cas, c'est ceux dont vous avez l'habitude. Et effectivement, entre les nouveaux engagements qu'on vous propose et les taux constatés auxquels vous étiez habitué, il y a pour le taux de dépassement une baisse en apparence, mais c'est simplement un recalcul qui tient compte des revalorisations. Et donc, ça n'a pas d'impact sur votre pratique tarifaire. On ne vous demande pas de faire mieux que ce que vous faisiez, même si le taux baisse, on vous demande simplement de faire la même chose. Donc, si je prends cet exemple, là, on peut imaginer un tarif, un praticien qui fait toujours le même acte, qui est le tarif, je dis n'importe quoi, à 70%. Cet acte a été revalorisé. Imaginons qu'il avait un taux de dépassement à 53% en 2022-2023. Son taux d'engagement, donc son taux recalculé, va passer à 43% pour un même tarif. Il va toujours facturer à 70%, mais compte tenu du fait que la base de remboursement assurance maladie obligatoire a été rehaussée, en fait, son vrai dépassement, il passe à 43%. C'est ça le recalcul et c'est pour ça que ça donne l'impression à tout le monde que les nouveaux engagements sont plus contraignants. En réalité, ils ne sont pas plus contraignants, ils sont le reflet de votre pratique en 2022-2023 en tenant compte des revalorisations qui interviennent depuis décembre 2025. Je ne sais pas si c'est clair cette première partie, je vais passer à la suite, mais simplement pour dire, une fois que on obtient ce taux recalculé, le 43%, ça devient un engagement. Et donc ça, c'est pour tous les médecins, et on ne demande à aucun médecin d'avoir des engagements plus contraignants que leur pratique habituelle. On ne demande à personne d'aller plus loin. Cependant, pour ceux qui étaient en respect strict de leurs engagements, on peut même leur donner une latitude tarifaire supplémentaire. C'est ce que vous voyez entre le 43% et le 47%, c'est-à-dire que compte tenu du fait qu'ils ont respecté leurs engagements, on peut être amené à augmenter ce taux recalculé et donc leur autoriser à faire plus de dépassements que ce qu'ils ne faisaient jusque-là pour qu'ils puissent bénéficier encore plus des revalorisations qui ont été proposées dans le cadre de la nouvelle convention. Donc c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Donc vous voyez qu'il y a une astérix et deux astérix. Je vais commencer par la première pour expliquer un peu plus en détail et donner peut-être un exemple chiffré sur le passage du 53 au 43% au début. Donc si je prends un exemple d'un acte quelconque qui est passé de 50 € à 60 € en base de remboursement. D'accord ? Donc si je prends l'impact de ce calcul sur un taux de dépassement, on peut avoir... pardon. Il est passé de 50 € à 55 €. Il y a une erreur sur la diapo. Voilà. Passage de 50 € à 55 €. Je prends un praticien qui facture cet acte à 60 €. Donc, en 2022-2023, son taux observé, c'est 20%, parce qu'il appliquait 60 € de tarif sur un montant remboursé de 50 €, donc 10 € de dépassement, ce qui fait 20%. D'accord ? Le recalcul prend en compte cette revalorisation. Et donc, il est toujours facturé à 60 €, mais la base de remboursement passe à 55 €, donc il n'y a plus que 5 € de dépassement. Donc, ça donne un taux de dépassement recalculé à 9%. Ça ne veut pas dire que c'est plus contraignant pour lui, ça veut simplement dire qu'on tient compte de la revalorisation et qu'à pratique tarifaire constante, son taux de dépassement recalculé est passé à 9%. Mais il n'a rien à changer dans ses pratiques. Il maintient sa pratique et il atteindra 9%. Je ne sais pas si... Voilà, j'espère que c'est clair. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais voilà, c'est pour vous dire que la baisse des taux, en général, elle est le reflet de ça, de la prise en compte de ces revalorisations. Maintenant, deuxième point sur le partage de gains, ce qu'on appelle, nous, le partage de gains, c'est-à-dire le fait que pour les médecins, en respect strict de leurs engagements précédents, on applique en plus un partage de gains. Je le dis très simplement, mais en gros, on prend une partie de la revalorisation, du montant de la revalorisation. Et si vous étiez en respect, on prend 60% de ce montant et on l'applique à vos nouveaux engagements. C'est-à-dire on l'injecte dans le nouveau calcul, dans ce recalibrage, ce qui vous donne une latitude de dépassement supplémentaire. Donc vous pouvez dépasser encore plus que ce que vous faisiez actuellement grâce au partage de gains. C'est pas ce qui est ressenti sur le terrain. Pas par tout le monde et pas partout, parce que encore une fois, c'est un mécanisme complexe, mais c'est bien, c'est bien comme ça que le calcul est fait. Et donc même si vous avez une baisse faciale du pourcentage du taux de dépassement qui vous est affiché, ça ne veut pas dire qu'on exige plus, même parfois ça veut dire qu'on autorise plus de latitude. C'est simplement que entre-temps, l'assurance maladie obligatoire rembourse mieux certains de vos actes ce qu'elle ne faisait auparavant, et donc ça donne un taux de dépassement mécaniquement plus faible, mais qui ne veut rien dire en termes de tarifs que vous appliquez. Donc on peut passer de 15% ou de 20% de dépassement à 3,8%.
Alors, il peut y avoir plein de passages, et puis on va parler ensuite d'éventuels seuils, etc. Mais effectivement, selon votre pratique, au sens, selon les actes que vous pratiquiez, s'ils ont été plus ou moins revalorisés, on sait qu'il y a certaines spécialités qui ont été très revalorisées, il peut y avoir une baisse qui paraît facialement très importante, mais elle n'est que le reflet de votre pratique en tenant compte de ces revalorisations. Merci Raphaël. Donc je voudrais revenir, je voudrais dire quelques mots sur la campagne d'avenant qui a commencé en mars 2025 maintenant. Je voudrais rappeler quelques instructions et consignes. Donc comme l'a très justement dit le docteur Gasser en préambule, on voudrait rappeler qu'aucun taux dérogatoire ne peut être accordé au niveau local. Donc des demandes de dérogation peuvent très bien être faites par des médecins au niveau local, mais c'est la Caisse nationale qui prendra la décision d'accorder ces dérogations. Et toutes les demandes de dérogation remontent donc au niveau de la CNAM. L'autre élément qui a été rappelé au début de l'intervention du docteur Gasser, c'est que la nouvelle date butoir de signature a été décalée du 31 mai au 27 juin. Donc ce décalage de signature a un double objectif. Donc le premier, c'est de permettre au CEPAM d'accompagner les médecins non signataires, d'améliorer la pédagogie et de faire comprendre ce dispositif encore mieux auprès des médecins qui, vous l'avez tous rappelé, est quand même assez complexe. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux syndicats aussi d'accompagner les médecins sur le terrain, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, de nombreux outils ont été développés par la Caisse nationale à destination des médecins et des caisses en local. Un des premiers outils dont je voudrais parler sont donc les courriers d'accompagnement qui sont reçus en même temps que les avenants. Donc, ces courriers ont été revus pour être plus pédagogiques, ont aussi inclus des exemples avec notamment l'explication du partage de gains qui est un dispositif qui est assez complexe. Donc ces courriers ont été… C'est personnel ça ou pas? Oui, tout à fait. C'est les courriers d'accompagnement sont envoyés à chaque médecin qui reçoit un avenant reçoit un courrier d'accompagnement qui est personnalisé en fonction du respect, donc le partage de gains. Donc chaque courrier est personnalisé en fonction du respect préalable et aussi personnalisé en fonction de si le médecin est de secteur 1 ou nouvel installé. Donc c'est bien personnalisé. Donc l'autre élément dont je voudrais parler, qui a été très plébiscité par les CEPAM mais aussi par les médecins, c'est le top 6 des actes. Donc ce top 6, on va vous montrer dans la diapositive suivante un très bref exemple, mais cet outil permet justement d'échanger avec le médecin sur le top 6 des actes qui sont le plus facturés pour sa spécialité. Donc je vais en parler tout de suite et je reviendrai sur les autres outils plus tard. Donc si on prend par exemple le top 6 d'un médecin adhérent à l'Optam, je vais essayer de vous guider. Un peu complexe. Voilà, il faut regarder en haut. Oui, alors je vais essayer de vous guider pas à pas. Donc on prend la diapositive, donc la partie haute, on prend le top 6 du médecin qui est adhérent à l'Optam. On va prendre un exemple simple, donc l'APC, donc c'est le deuxième acte du premier fichier. Donc l'ancien tarif Optam était à 56,50 € pour l'APC. Comme l'a expliqué Raphaël tout à l'heure, on a des revalorisations tarifaires de la base de remboursement. Donc on passe de 56,50 € à 60 €. Donc dans cet exemple-là, ce médecin a des nouveaux taux d'engagement qui sont de 3% pour le TD et de 97% pour le TO. Et donc qu'est-ce que ça veut dire finalement ce 3% de dépassement pour le TD? On va regarder donc l'avant-dernière colonne, donc le montant maximum de dépassement si respect du contrat Optam. Donc là, on peut voir que le médecin peut facturer 60 € en plus sur cet APC. Donc l'honoraire final total, donc ça c'est la dernière colonne, sera de 120 € pour cet acte-là. Donc ça c'est la manière dont on lit cet écran-là. Et donc vraiment on vous invite cet outil a été développé par la CNAM et on vous invite à échanger avec les CEPAM pour pouvoir… Et cet outil, si je veux y avoir accès pour ma spécialité, je trouve ça où? Je m'adresse à qui? Alors il est encore mieux, il ne va pas que par spécialité parce qu'il va par PS. Donc c'est vraiment le top 6. Okay. Moi je suis médecin, je veux savoir mon top 6 des actes que j'ai facturés l'année dernière. Donc je me rapproche de ma CEPAM et je vais avoir, donc, comme vous pouvez le voir ici, le top 6 des actes que j'ai le plus facturés. Et c'est vraiment un outil qui est très bien parce que justement on peut voir, c'est vraiment personnalisé en fonction des médecins et on peut justement adapter sa pratique et son dépassement avec ses nouveaux engagements. D'accord. C'est quelque chose qui est réactualisé tous les 3 mois, 6 mois, 12 mois? Alors pour le moment, on l'a fait pour cette nouvelle campagne d'avenant. On a aussi eu ces retours de la part des CEPAM qui nous demandent cette actualisation. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais on n'est pas fermé à l'actualiser. On ne peut pas vous donner de délai pour le moment. D'accord. Et donc là, elle est à jour Elle est à jour justement pour cette nouvelle campagne 2025. D'accord. Voilà.
Donc je reviens rapidement sur ce que je disais tout à l'heure. Donc on a aussi fait un motion design, donc c'est un petit dessin animé qui rappelle le b.a.-ba de l'Optam. Donc ça c'est juste pour comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce que l'Optam et l'Optamaco. Et aussi prochainement on va faire partir donc un osmose, c'est un message donc qu'on fait partir à destination des médecins, donc ce sera à destination de tous les médecins adhérents. Et une foire aux questions qu'on mettra à disposition sur amélie.fr. Foire aux questions qui va un peu ressembler à cette intervention qu'on a aujourd'hui avec plusieurs exemples, avec des questions aussi très techniques, pratico-pratiques, pour pouvoir comprendre le dispositif. Le dernier élément que je voudrais souligner, c'est l'effort important qui a été mené auprès des caisses. Nous avons organisé de nombreux webinaires. On a mobilisé les CEPAM en local avec des référents régionaux et locaux pour pouvoir accompagner au mieux les médecins. Donc encore une fois, je le répète, il faut vraiment se rapprocher de la CEPAM pour pouvoir échanger avec les référents et avec les experts locaux en CEPAM pour pouvoir mieux comprendre ces dispositifs. Voilà pour ce que je devais dire sur cette campagne d'avenant et je vais maintenant laisser la parole à Lucie qui va vous présenter quelques exemples chiffrés. Donc je vais vous présenter finalement un exemple pour qu'on ait plus de temps pour les questions. Donc du coup, c'est l'exemple d'un anesthésiste. Alors vraiment, c'est un exemple qui nous est remonté par une CEPAM de Normandie. Donc c'est un vrai exemple, hein, c'est pas du tout voilà, c'est vraiment des vraies pratiques qu'on a pu constater. Donc il s'avère que cet anesthésiste, il est installé en libéral depuis 2021 et du coup, il a souhaité adhérer au dispositif Optam en 2021 également. Donc pour l'ancienne convention, il était nouvel installé puisqu'il n'avait pas d'activité sur la période de référence de la précédente convention. Donc par conséquent, on lui a fixé ses objectifs en fonction des moyennes régionales de sa spécialité. Donc c'est ce qu'on fait pour tous les nouveaux installés. Et donc son taux de dépassement s'élevait à 15,1% et son taux d'activité à tarif opposable s'élevait à 71,3%. Donc il est revenu parce que finalement les taux qui lui ont été proposés s'élevaient à 3% et 97%. Donc nous, en effet, un petit peu comme l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, nous on s'est dit, en effet, ça semble quand même être une différence assez conséquente. Donc évidemment, on a regardé dans le détail de sa pratique tarifaire. Ce qu'on a constaté, c'est que finalement, en fait, c'était un médecin qui avait un taux de dépassement observé qui s'élevait à 1,6%, avec un tarif opposable qui s'élevait, lui, à 98,1%. Donc finalement, il avait en fait déjà de base une pratique tarifaire assez, on va dire, vertueuse au sens de l'assurance maladie, évidemment. Et donc, c'est pour ça que ces taux, une fois qu'on a pris exactement sa pratique tarifaire constatée, étaient finalement en deçà des moyennes régionales qui lui avaient été opposées. Donc ici, on vous a mis un petit exemple pour savoir si finalement, avec ces nouveaux taux, est-ce qu'il allait perdre ou pas dans le dispositif. Donc ce qu'on a regardé, en fait, c'est tous ces honoraires qu'on a pu constater sur l'année 2022-2023, celle qui sert de base pour l'Optam maintenant, puisque c'est la période de référence. Et donc, il avait 370 000 € d'honoraires totaux, hors prime Optam. Et parmi tous ces honoraires, on a constaté 2 600 € de dépassement. Avec ça, entre 2022 et 2023, il a touché en moyenne une prime de 25 300 €, donc une prime Optam. Donc, ce qui nous fait un total d'honoraires de 396 900 €. Et donc, ce qu'on a essayé de faire pour voir si ce médecin allait perdre ou pas, c'est vrai qu'avec des taux qui sur le papier semblent très contraignants, en fait, il s'avère qu'avec les revalorisations tarifaires qu'on a intégrées à sa pratique, donc c'est-à-dire les revalorisations, qu'elles soient techniques ou cliniques, que l'anesthésiste a pu réaliser, on a regardé chaque ligne de facturation qu'il avait pu faire entre 2022 et 2023. On a fait du recalculé, donc on a intégré ces nouvelles revalorisations, comme l'a indiqué Raphaël. Et donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce médecin qui faisait beaucoup d'activités à tarif opposable, finalement, ses honoraires totaux vont largement augmenter du fait de ces revalorisations. Tout en maintenant en fait un dépassement qui est légèrement inférieur à ce qu'il faisait auparavant. Donc on est sur 70 € d'écart, donc on est
quand même sur des dépassements quasi similaires. Sa prime Optam, elle va également augmenter, puisque la prime Optam, elle est calculée sur les honoraires que vous réalisez à tarif opposable, pardon. Donc, il y a un double mécanisme d'augmentation de ces honoraires totaux qui se trouve à la fois dans les revalorisations tarifaires sur les bases de remboursement et également sur la prime. Donc, voilà, à la fin, finalement, malgré ces taux qui peuvent paraître très contraignants, on observe quand même une augmentation de près de 10 000 euros de ses revenus annuels sur ce cas 9 000. présent. Un peu moins de 9 000. Non, c'est ça? Vous qui êtes doctorante en, hein, On est en à 10 000. Un peu plus de 10 000. Oui, un peu plus Un peu de plus 10 de 000. 10 000. La ligne Je du m'ai bas. trompé, tiens. OK. Ce qui fait à peine combien? 3%, c'est ça? Oui, sur ces honoraires totaux, oui. Hmm. Après, c'est à pratique vraiment à activité constante. C'est-à-dire que ce médecin n'a pas pratiqué un acte supplémentaire par rapport à ce qu'il a fait 2022-2023. C'est vraiment, on a pris exactement la structuration d'activité qu'il avait. Est-ce qu'il a la possibilité d'augmenter plus sans sortir des clous? C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est ce que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'impression que ses taux sont plus contraints, mais en Ouais. fait, ça lui donne une latitude tarifaire plus élevée. Donc, il y gagne via la prime. Et il y gagne aussi via ce qu'on voit les honoraires sans dépassement. En fait, ça, c'est sa latitude tarifaire qui a été augmentée grâce aux revalorisations, en fait. Mais simplement, le fait de recalculer et de prendre en compte ces revalorisations dans ce qu'on affiche facialement comme nouveau taux d'engagement, ça paraît plus contraint. Mais en réalité, c'est une latitude tarifaire plus élevée par rapport à ce qu'il avait avant. Ce qui fait que sur les plus de 10 000 euros qu'il aura en plus, en fait, une grande partie vient de ces mécanismes-là. C'est très contre-intuitif. Et s'il y avait une diminution de tarifs, comment on recalcule les choses? Ça, Pour vous, c'est... S'il y avait une diminution de tarifs au sens des tarifs pratiqués ou au sens des tarifs De base de de remboursement? Ça, Bah, c'est ce serait une bonne question, mais Ah ben, Un c'est une mécanisme excellente inverse. question dans la mesure où c'est vrai que je ne vous avais pas prévenu sur ce plan-là, mais il va y avoir une contractualisation avec les radiologues aujourd'hui, demain, et peut-être des baisses tarifaires demain. bah, Comment Alors- on va intégrer tout ça dans le système? non, mais c'est une bonne question, mais dans la mesure où il y a un changement des tarifs, une bonne façon de faire pour l'Optam quand il y a un changement de tarif, c'est justement de faire un avenant en recalculant à l'aune des nouveaux tarifs. Et alors, s'il y a une baisse de tarifs, ça donnera facialement l'impression que les taux sont moins contraignants, mais en fait, c'est simplement un recalcul. Donc là, c'est juste l'inverse. Mais à la fin, ces nouveaux taux ne sont pas le reflet du fait qu'on est plus exigeant ou moins exigeant, c'est simplement qu'ils prennent en compte de nouveaux tarifs de remboursement et que le dépassement, on ne regarde pas simplement le tarif pratiqué, mais on regarde le tarif pratiqué moins le tarif de remboursement. Donc si on ne tient pas compte du tarif de remboursement dans le calcul, en fait, on est à côté de la plaque. C'est pour ça qu'on doit faire ces avenants et qu'on doit mettre à jour ces calculs et recalculer ces taux. Très bien, merci pour ces présentations. Donc on va prendre les questions. Alors une question qui revient. Vous aviez fini, pardon? Non, il y avait une dernière slide, pardon. Excusez-moi. Hop. Je ne sais pas si J'en Lucie aurais ou- une aussi, Hop. mais bon. Simplement pour dire que voilà, donc on maintient donc cette stratégie d'accompagnement qui a été présentée par Ismaël tout à l'heure. Donc on va même la renforcer avec tout un tas de nouveaux outils. Et ce qui a été proposé, donc vous aviez vu tout à l'heure dans l'exemple des chiffres qui étaient dans le constaté à 1,6, etc. Et puis finalement, c'était du 3% et 97%. Et donc, ce qui a été proposé, c'est de rehausser ce plancher de 3% pour les taux de dépassement plutôt à 5% et d'abaisser le plafond pour le TO qui était fixé à 97% et de le fixer plutôt à 95%. C'est-à-dire, on n'ira pas au-delà. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire on a peut-être une nouvelle négociation à Non, c'est pas du tout une mettre en négociation. place Non, demain c'est- matin.
C'est pas ça? Non, non, pas du tout une nouvelle négociation, simplement de se dire que l'idée n'est pas voilà, de contraindre à l'extrême. Ça reste voilà, des médecins en secteur 2 qui ont le droit de faire du dépassement, donc ça doit se retrouver à la fois sur les taux de dépassement et des taux à tarif opposable. Et donc pour ces valeurs très extrêmes, on fixe des seuils indépassables qui permettent aussi voilà, de rassurer tout le monde, même si… Donc personne ne sera inférieur à 5%. Normalement, non, dans les calculs qu'on doit faire. Après, ça se met en place. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a quand même quelques-uns de nos collègues, on a pas mal de remontées. Je suis à 1,8. Dans les taux d'engagement, non. Dans les constatés peut-être, mais dans les taux d'engagement, a priori, non. Enfin, il faudra qu'on Bon, vérifie. on peut Mais regarder. ça fait partie Et des donc, choses qu'on peut nous, on vérifier. demande bien entendu d'avoir ces dossiers pour les étudier avec nos collègues. Voilà, on peut passer. C'est bon. Merci beaucoup. Pour relayer déjà, pour regrouper beaucoup de questions qu'il y a sur le chat, globalement, c'est des questions, mais c'est un ressenti. Alors, les gens vraiment, de manière unanime, disent « J'ai respecté tristement mon contrat et le taux demandé est diminué de 15,7 à 8,6 %. Et ça, voilà, genre, on comprend que c'est contre-intuitif, mais c'est contre-intuitif et presque rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Voilà, je veux dire, je fais attention, je suis plutôt dans l'idée d'être vertueux et en sous-objectif, et j'ai bien fait, et je me retrouve facialement avec des chiffres, des chiffres inférieurs. C'est vraiment une des grandes majorités des réactions qui sont sur le chat. Peut-être on peut répondre là-dessus. Bien sûr. Donc, effectivement, hein, c'est ce qu'on a un peu décrit, je pense, à travers les explications aujourd'hui et l'exemple. Donc ça peut donner ce sentiment-là. Donc en réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux phénomènes conjoints qui peuvent faire baisser facialement le taux. C'est un, le fait que j'ai plus respecté que mes engagements précédents et donc j'ai l'impression que mes taux baissent. Et deux, le mécanisme des revalorisations comme on l'a expliqué. Et donc la combinaison des deux donne l'impression qu'on se retrouve avec des taux très contraints, mais qui en fait ne sont que le reflet de votre pratique, plus des revalorisations. Et par ailleurs, à ça il faut ajouter le fait que comme vous étiez en respect, via le partage de gains, ces revalorisations vous sont réinjectées dans vos taux. Donc en fait, même si le taux facialement baisse, en fait, votre latitude tarifaire, en tant que ancien médecin vertueux sur les anciens engagements, comme vous les respectiez, votre latitude tarifaire est en fait plus élevée, même si le taux peut apparaître plus faible. Je sais que c'est contre-intuitif, très difficile, mais c'est pour ça que tous les outils, notamment le top 6 et ça, permettent d'expliquer ça, mais en fait, ça augmente votre latitude. Donc si vous vous retrouvez avec une baisse de vos taux, alors que vous étiez en respect, attention parce que la plupart du temps, en fait, c'est vraiment une élévation, une augmentation de votre latitude tarifaire, malgré le fait que ce soit voilà, contre-intuitif. Je suis désolé, je répète ce terme, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus de ce dispositif parfois. Autre question sur le top 6. Je pense que beaucoup de nos participants découvrent cette histoire de top 6. On connaissait le top 50, donc maintenant il y a le top 6. Le top 6, c'est sur les actes NGAP, ça comprend les coefficients, ça comprend la CCM, parce que, voilà, est-ce que toutes les spécialités ont un top 6 parlant? J'ai découvert qu'il s'appelait top 6, parce qu'en fait c'est un double top 3, donc c'est un top 3 sur le clinique et un top 3 sur le, Voilà. sur le technique. Et donc en fait c'est pour ça que c'est un top 6, mais donc il y a effectivement les deux. Oui, clinique et technique sont tous les deux intégrés et on l'a fait vraiment pour tous les adhérents à l'Optam. D'accord. Et dans ce top 6, est-ce que le MCC, le MCFA, est-ce qu'il peut y avoir dans ce top 6 les coefficients rajoutés? Les modulateurs, enfin je sais pas, voilà, on a une CSC plus MCC. Est-ce que la MCC peut se retrouver dans le top 6? Alors là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. On pourrait se rapprocher, nous, des services statistiques. Mais en tout cas, si vous avez un cas précis, on peut regarder tout à fait. D'accord. Je pense qu'il y a notamment, j'ai des réflexions des pédiatres là, sur ce sujet. Ils disent le top 6, nous, ça ne reflète pas, il y a un problème pour nous. Autre question qui peut avoir trait aux accidents de vie. Qu'est-ce qui se passe pour moi quand dans ma période de référence, j'étais soit malade, soit factuellement j'avais j'ai moins travaillé cette année-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour nos collègues qui sont dans cette situation-là?
Tu veux, comme tu veux. Et, Non, et qui finalement, c'est la question d'une période de référence qui ne reflète pas leur pratique habituelle. Alors déjà, pendant nous on a vraiment pris, s'il y a eu de l'activité, en tout cas un minimum d'activité entre 2022 et 2023, donc on va regarder ce qui a été réalisé. Après, si ce médecin, pendant son arrêt, s'est doté d'un remplaçant par exemple, on va prendre aussi l'activité du remplaçant qui viendra abonder tout ça. Et donc aujourd'hui, on va regarder statistiquement tout ce qui s'est passé pendant cette période, sachant que nous, on n'a pas forcément de notion d'arrêt maladie ou autre pour ce PS, puisqu'on regarde exclusivement la facturation. Ceci étant dit, on a certains cas qui peuvent nous remonter et qu'on étudie, et on peut parfois donner lieu à des renégociations de taux si on estime qu'en effet, il rentre dans certains critères qui ont été définis par Donc, nous à notre niveau. Quoi. Si je vous entends bien dans cette situation-là, l'idée c'est de faire un recours, et si j'ai bien compris, ça remonte à la CNAM, c'est-à-dire c'est déclaration à la CEPAM. Et ça remonte. Ça passe toujours, votre interlocuteur privilégié, ça reste et ça restera toujours votre caisse primaire ou votre caisse locale. Et donc, vous vous rapprochez de votre délégué d'assurance maladie ou de la personne avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger. Elle va échanger avec vous pour voir si ce que vous pouvez nous transmettre comme information qui serait intéressante pour qu'après on puisse prendre une décision en fonction de la situation du médecin. L'idée, en tout cas, d'avoir une décision au niveau national, c'est justement d'éviter certains cas qui ont pu nous être remontés, où du coup, il y a vraiment une hétérogénéité des décisions prises entre les caisses. Là, l'idée, c'est que vraiment, on applique la même règle à tous. Donc, si tel médecin rentre dans telle dérogation, et peu importe sa caisse de rattachement, il aura le droit de bénéficier de la même dérogation. C'est pour ça. Alors, je m'adresse à qui à la caisse? Parce que moi, je n'échange pas tous les jours avec la caisse, même d'ailleurs rarement. Hein. Donc, j'envoie ma requête à qui? Au directeur de la caisse? À qui? C'est principalement les délégués de l'assurance maladie, les interlocuteurs privilégiés des médecins. Et moi, je ne les ai jamais vus. Je les ai vus une fois ou deux fois. Donc, mais c'est quoi? J'écris à qui, moi? Est-ce que j'écris directeur de la caisse d'assurance maladie c'est aussi possible. C'est aussi possible et ce sera redescendu à la bonne personne. Vous pouvez aussi faire des mails sur votre Amélie Pro où là, du coup, le support va également se mettre en lien avec la personne compétente sur le sujet de l'Optam. Sinon, dans les courriers qu'on vous a adressés, il peut y avoir parfois le numéro d'un référence. Pas toujours, ça va dépendre de la caisse, comment elle a organisé son courrier, mais vous avez tout un tas de vecteurs pour contacter votre caisse. Il vaut mieux avoir une traçabilité quand même de ce qu'on fait. Tout à fait. Après, donc c'est bien de l'envoyer aussi par téléphone, c'est vrai aux syndicats qui... aussi. D'accord. C'est évident pour que nous, on puisse avoir aussi un retour et qu'on ait quelques éléments. Mais je pense que c'est important. Autre cas là aussi que je groupe, comment ça se passe pour quelqu'un qui n'avait pas de taux de référence antérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de s'installer par exemple. Comment je rentre dans le système et à quel taux? Vas-y. non, vas-y. Vous battez pas. Hein. Non, alors du coup, c'est ce qu'on appelle donc les moyennes régionales. C'est vraiment une moyenne arithmétique qui a été réalisée sur les pratiques tarifaires constatées des médecins qui, en fait, sont sur votre territoire. Donc, c'est par région et par spécialité. Donc comme tout à l'heure, on avait cet anesthésiste de Normandie. Lui, il a bénéficié de la moyenne arithmétique des médecins de secteur 2 qui sont éligibles à l'Optam sur cette région de Normandie quand il était en... D'accord. Ces chiffres-là, si je veux les voir pour ma région, je les trouve où, dans leur spécialité? Là, c'est pareil. Il faut que vous vous rapprochiez de votre caisse et elle va vous proposer un contrat. Vu que vous êtes nouvelle installée, ce ne sera pas un avenant, mais un contrat. Et du coup, sur ce contrat, elle va vous indiquer que vous n'aviez pas de pratiques tarifaires constatées auparavant, vous pouvez bénéficier des moyennes régionales et elle va vous les indiquer sur votre contrat.
Autre type de question qui revient aussi régulièrement, c'est il y a des spécialités qui ont eu zéro revascularisation. Excusez-moi, c'est ma spécialité qui parle. C'est le cardiologue qui parle. Donc zéro revalorisation. Et ils me disent, et pourtant, mes taux baissent. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, il peut y avoir quand même des petites revalorisations qui sont peut-être un peu moins visibles parce qu'on a revalorisé le point de travail, des choses qui peuvent être un petit peu minimes et pas forcément aussi grandes qu'une revalorisation clinique, par exemple sur une consultation ou sur l'APC où on se dit 4,50 €. Ah oui, ça voilà. Donc des petites choses comme ça. Et ensuite, c'est qu'on a regardé aussi la période de référence 2022-2023. Et donc, si comme l'exemple d'avant, vous aviez des taux d'engagement qui ne reflétaient pas forcément votre nouvelle pratique sur 2022-2023, vous pouvez avoir une baisse, ressentir en tout cas une baisse de vos taux d'engagement. D'accord. Alors, Encore une fois, je reviens simplement sur le principe. Pour aucun médecin qui avait un contrat auparavant, donc à qui on demande un avenant, on demande de faire plus que ce qu'on a constaté sur 2022-2023. Pour aucun médecin, on me demande de faire plus que ce qu'on a constaté sur 2022-2023. Quand je dis plus, c'est moins de dépassements ou moins des tarifs moins élevés moins d'honoraires. Pour aucun médecin, dans aucune situation. Et même ceux qui ont respecté, on leur procure une latitude tarifaire plus importante. Il y a eu quelques erreurs quand même, puisqu'on a vu des petits papiers proposant des tarifs opposables à 100%, avec des taux de dépassement de 1,8 ou 2%. C'est pas possible puisqu'on est à 102. Il y a de mémoire 15 ou 18 000 personnes adhérentes à l'OPTAM, 19 000. Voilà, je ne vous dis pas que sur quelques cas... On est dans les 80-20 on est même plus que ça. Oui. Non, je ne vous dis pas que dans quelques cas, il n'y a pas eu des aberrations statistiques qui sont toujours possibles et qu'on peut corriger. Mais voilà, globalement... Donc je ne comprends pas, je demande des explications. Voilà. D'accord. on va rester sur le taux régional. Le taux régional, il a été calculé avant les augmentations, ou le taux régional il a été calculé en prenant en compte les augmentations de la convention? Il a été pris en compte en tenant compte des revalorisations. On a regardé tous les médecins de votre région, secteur 2, éligibles à l'OPTAM ou adhérents, et on a vraiment sur le même chemin, la même chose qu'on a fait à titre individuel, on a à chaque fois été regardé acte par acte et on a revalorisé quand la base de remboursement était augmentée. Donc en effet, ces taux tiennent bien compte des revalorisations et donc c'est aussi pour ça que pour certaines régions, on peut avoir l'impression que les taux régionaux ont pu baisser entre la précédente convention et la nouvelle, puisqu'il y a les revalorisations qui interviennent. Je vous le livre tel que ça m'arrive. Pour moi, la moyenne était calculée sur un seul spécialiste dans ma région. Alors parce qu'il y aurait un seul spécialiste de sa spécialité sur son territoire, c'est... du coup, il nous faudrait nous remonter du coup le. D'accord, écoutez, je note le nom parce que la moyenne sur un, c'est un concept mathématique qui m'avait échappé, mais bon. Du coup, en plus, il n'y en a qu'un sur son territoire, a priori, c'est lui. Non, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. C'est peut-être le seul qui dépasse. C'est peut-être le seul qui dépasse. C'est peut-être le seul qui dépasse sur ce territoire-là. Si c'est un petit territoire, on essaiera de vous remonter les. Alors, on va s'intéresser à quand il y a des dépassements des taux de la période précédente. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi si je suis hors les clous, si je deviens hors les clous? Alors, j'étais hors les clous. On a constaté en 2022-2023 sur cette nouvelle période de référence que j'étais au-delà de mes engagements. Malgré tout, je suis toujours dans l'OPTAM. Et donc, on me propose malgré tout un nouveau contrat sur la base de nouveaux taux d'engagement qui reflètent ma pratique tarifaire qui tient compte du fait que je n'ai pas forcément respecté. Mais par contre, je ne bénéficierai pas du partage de gains puisque je n'ai pas respecté mes taux précédents. Alors, je bénéficierai, selon le niveau de non-respect, en fait, je peux bénéficier un petit peu, mais moins que les autres, voire pas du tout, si j'avais des taux de dépassement qui excédaient largement ce que m'autorisaient mes anciens engagements. Et dans ce cas-là, voilà, donc on recalibre, on repart à zéro, on permet de maintenir, on fixe une nouvelle base
de taux de dépassement recalculés, prenant en compte des revalos, etc. Ça devient un nouveau départ, mais pas de partage de gains parce que je n'étais pas en respect de mes engagements précédents. Ok. On peut rester voilà. Si jamais la persistante au-dessus des points est avirée, qu'est-ce qui se passe? Où est la patrouille? Alors, la convention, elle est assez claire. Hein. D'ailleurs, le contrat aussi reprend les éléments de la convention. Donc, voilà, c'est bien précisé. Du coup, en cas de non-respect avéré, il est en effet possible que la caisse décide de vous sortir du dispositif. Une fois qu'on a regardé votre respect en juillet, donc la période à laquelle les primes Optam également sont versées pour les adhérents Optam. Et du coup, donc, en juillet, on va regarder qui en respect, qui en non-respect. Et la Convention prévoit la possibilité d'une sortie du dispositif en cas de non-respect. Peut-être préciser que en tout cas, la Convention prévoit aussi la possibilité de récupération d'indus. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette dynamique. On est toujours dans cette dynamique d'accompagnement. Il y a eu des nouveaux taux d'engagement, il y a eu une nouvelle convention. Donc voilà, en tout cas pour cette année. Donc ça n'interviendrait qu'en juillet 2026. Tout à fait. Et si tant est que le contrat aille jusqu'à juillet 2026. Voilà. Ce qui n'est pas normalement notre objectif. Mais voilà, en tout cas, si on peut rassurer en tout cas les médecins, il n'y aura pas de récupération d'indus pour cette première phase sur l'année 2025. Ce qu'on va regarder là avec les nouveaux taux, voilà, on est toujours dans cette dynamique d'accompagnement pour cette année. Peut-être revenir un tout petit peu sur le timing. C'est donc nouvelle date butoir au 27 juin. Et effectivement, vous mentionniez le 1er septembre. En fait, ce qui est sous-entendu par là, c'est qu'à partir de début juillet, donc les caisses, pour ceux qui n'ont pas signé leur contrat, vont engager des procédures de résiliation. Et une fois ces procédures de résiliation engagées, il y a une phase de contradictoire qui est prévue et ça reste l'occasion tout de même jusqu'à 2 mois. C'est bien marqué dans le contrat. Et dans la convention. Absolument. Et dans la convention, effectivement. Et donc, la deadline, c'est le 1er septembre 2000, du moins, non, ça sera le 27 août 2000. 2 mois à compter de la réception du courrier de résiliation. Ah bah alors, ça sera peut-être décembre. Non, l'idée c'est quand même de signer, je veux dire, ça ne sert à rien de prolonger le calvaire, j'ai envie de dire. Donc l'idée c'est quand même de signer le plus rapidement possible, en tout cas avant les délais, pour éviter des mesures, je dirais, administratives supplémentaires, de processus de résiliation, etc., de courrier. Enfin, je veux dire, ça évite à tout le monde ce genre de choses. Mais voilà, c'est le but. Donc, la date butoir officielle, c'est le 27 juin. Qu'il n'y aura pas d'indus. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Y compris pour les résiliations d'avenants, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout type de résiliation pour cette année. Pour cette année. Pour rester dans cette thématique, exclusion sans aucun préavis ou avertissement et surtout sans réponse sur mes données chiffrées, est-ce normal? Est-il normal que mon délégué m'informe que je n'ai aucun recours? Alors, là, pour la fixation des avenants, de ce que je comprends de cette question, c'est qu'il a déjà échangé avec son délégué d'assurance maladie. Il a probablement fait part de son mécontentement et d'éventuels arguments pour réviser ses taux d'engagement. Si au niveau national, la demande n'a pas été acceptée, et en effet, il n'a pas d'autres recours que celui-là, pour les avenants, évidemment. Le recours qu'il pourra avoir, c'est en complément, pendant la phase contradictoire, d'échanger avec son directeur de caisse. Après, voilà, sinon, en effet, les taux, en fait, ils ont été calculés suivant les paramètres prévus par la Convention. Mais si je vous entends, il ne peut pas y avoir exclusion sans qu'il y ait eu échange avec les Tout à fait. Alors, dames. voilà, du coup, son directeur de caisse ou en tout cas, un des directeurs de caisse, en fait, sur toute forme de résiliation, soit à l'issue des avenants qui n'ont pas été signés, soit à l'issue d'un non-respect, on a toujours une période contradictoire. Donc il va recevoir un premier courrier lui indiquant qu'il est rentré dans une phase de résiliation et qu'il a 2 mois
pour faire part de ses remontées auprès de son directeur et il pourra, dans ce cadre, demander un entretien avec la direction de la caisse locale. Et du coup, là, il aura le droit d'échanger sur sa situation. Lors de cet entretien, et à l'issue des 2 mois, soit il peut être réintégré, soit la caisse pourra décider de sortir. Mais la décision, est-ce qu'elle en incombe à la caisse départementale, le plus souvent c'est départemental, ou est-ce qu'il y a toujours le recours national ? Alors, la décision finale, elle va être, c'est la caisse locale qui va la prendre, sauf si entre-temps, le médecin a demandé à revoir ses taux, par exemple. Et là, ça, c'est une décision qui devient nationale, qui est redescendue au local, et c'est le directeur de la caisse qui va porter la décision La plupart nationale. du temps, c'est cette problématique-là, c'est pas une autre problématique. Après, il y a un tas, il y a une liste de critères de recevabilité. C'est en fait. Et on n'a pas ces listes de critères, nous. Non, Si. si, Non, Non, il me semble pas. ouais. Pardon. Je vous remercie, donc je prends note. Il y Non, a mais des c'est critères. les éléments qui ont été mentionnés tout à l'heure. Pour faire simple, c'est des critères un peu de bon sens. Mais je ne sais pas si. Enfin, c'est pas du tout. Si. Et je suis persuadé que demain, j'aurai la liste des critères. En tout cas, voilà, la caisse reçoit cette procédure de contradictoire est censée faire l'objet d'échanges entre la caisse et le professionnel. Et normalement, c'est l'occasion pour le professionnel de faire remonter tout un certain nombre d'arguments qui ensuite remontent au national pour être arbitrés. Voilà. Tout à fait. Alors, quel est l'outil de la CNAM mis à notre disposition pour piloter nos dépassements et rester dans les clous ? Alors, sur Amélie Pro, vous avez le petit onglet Optam qui est mis à jour mensuellement sur l'activité constatée, observée sur vos derniers mois. Donc, cet outil, il existe. En tout cas, donc vous pouvez y avoir accès n'importe quand. Après, en effet, l'alerte qui nous est souvent remontée, c'est qu'on est en fait sur de la liquidation interrégime, et sans rentrer dans les détails de notre machine, l'interrégime est un petit peu plus long à obtenir que le régime général, évidemment, puisqu'il y a de la consolidation derrière, et du coup, il peut y avoir un petit délai. Donc, C'est quoi un petit délai? Parce que moi, on m'a rapporté des délais de parfois 6 mois. Non, 2 mois. Antérieurement, en tout cas. Alors maintenant, peut-être Non, que non. c'est aujourd'hui ou c'est tombé aujourd'hui, qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus que 2 mois ou 1 mois. Mais antérieurement, pour faire le suivi quand on était en Optam, c'était la croix et la bannière. Alors, est-ce que demain matin, ça sera beaucoup plus facile? Alors, demain matin, je ne sais pas. En tout cas, normalement, aujourd'hui ou demain, parce qu'on les a reçus aujourd'hui, vous devriez avoir le suivi mensuel du coup, d'il y a 2 mois et demi, en gros, sur les 3 derniers mois. Donc, il y a toujours 2 mois et demi de délai. Parce que dans le cadre de la convention, il est bien marqué que le suivi est mensuel. est mensuel. Tout à fait. Donc, Mais avec un Mais délai. mensuel, c'est un taux de rafraîchissement. Ça ne veut pas Ouais, dire que la c'est le taux de fraîcheur des rafraîchissement données qui est mensuel, mensuelle. exactement. Un décalage mis à Ouais. disposition. Attendez, alors ça, c'est la compréhension du texte, on la comprend parfois un peu différemment. Mensuel, c'est Tant rafraîchi que moi. tous les Ouais. mois, mais ça ne dit rien du délai. Et en fait, ça, on est tenu quelque part par le Ouais. temps de remontée de base Ouais. d'autres D'autres régimes qui ne Ouais. sont pas le régime général. En fait, on est D'accord. c'est indépendant de. Après, on Ouais. Et travaille ça va aller énormément plus avec vite eux que pour, ça n'allait auparavant. Ah bah, ça Oui, va déjà oui, plus oui. vite que Avant, auparavant. il y a eu c'était déjà dans la précédente convention, il y a eu un avenant qui a été signé pour avoir des données, où on s'est engagé sur des données plus régulières. Plus Malheureusement, régulières, pas ouais. forcément plus fraîches, mais au moins plus régulières. Surtout par ces temps qui courent. Voilà. Plus frais, ça devrait être plus sympa. 3 questions en batterie. Alors, il faut faire une procédure pour résilier, pour l'interrogation. Donc, ce n'est pas automatique en l'absence de signature de l'avenant. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est on vous demande de repréciser la période de phase contradictoire de 2 mois là dont on a parlé, parce que je pense que ça n'a pas été complètement compris. Et le délai de latence à partir du moment où je peux re-rentrer dans le système une fois que j'en suis sorti. Alors juste sur les délais, donc à partir de, la date butoir est fixée au vendredi 27 juin pour signer les nouveaux contrats. À compter de cette date, c'est-à-dire à compter du lundi 1er juillet, disons, ou mardi 1er juillet, les caisses
commence à engager des procédures de résiliation en envoyant des courriers aux adhérents à l'Optam qui n'ont pas signé le nouveau contrat, des courriers de résiliation. À compter de la réception de ce courrier, il y a une période qui s'ouvre de 2 mois de contradictoire, c'est-à-dire que vous, professionnels qui avez reçu ce courrier, vous avez 2 mois pour contester les éléments de ce courrier en apportant des éléments probants ou une argumentation pour dire voilà, je ne suis pas satisfait de mes métaux, c'est pour ça que je ne les ai pas signés. Enfin voilà, tout un tas de choses qui ensuite font l'objet d'un arbitrage au niveau national s'il s'agit d'un sujet de taux. Voilà. Donc ça c'est pour la partie calendrier, deuxième question je crois. Donc je ne sais plus quelle était la première et la troisième. Je vais prendre la troisième du coup, concernant la réadhésion des médecins qui se sont vus résiliés par leur CEPAM. Donc admettons que je pousse le raisonnement de Raphaël. Donc la caisse a résilié le médecin. Le médecin souhaite revenir par la suite, donc il pourra réadhérer à l'Optam ou à l'Optam ACO en fonction de l'option privilégiée. En revanche, les taux qui lui seront proposés seront les taux 2025, donc qui lui ont précédemment été proposés. Donc pour ça, voilà, il faut que ce soit assez clair. Donc il y aura pas tant qu'il n'y a pas de revalorisation tarifaire, il n'y a pas de nouveaux taux. Donc si le médecin souhaite adhérer de nouveau à l'Optam ou l'Optam ACO, il le pourra. En revanche, ce sera avec les taux qui lui ont été proposés initialement. Il le pourra au bout de combien de temps? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Pas de délai. D'accord. Pas de délai. Mais la question n'est pas là, c'est que les taux ne me conviennent pas, j'arrête, je reprends en secteur 2. D'accord? J'ai donc un taux de dépassement, je reste un an en secteur 2, j'ai donc un taux de dépassement qui est de l'ordre de X%. Quel sera mon taux si je veux revenir dans l'Optam qui sera proposé? C'est bien mon taux que j'aurai en secteur 2. Non. C'est pas marqué dans le contrat, ça. En fait, alors, deux choses à comprendre. Donc, première chose à comprendre, c'est que en fait, pour personne, on ne regarde vos taux au secteur 2 parce que ça vous serait défavorable. En fait, on regarde vos taux si vous étiez adhérent Optam. Quand on fait un calculé sur une période de référence, on regarde quels seraient vos dépassements si vous étiez adhérent Optam. D'accord ? Donc ça fait effectivement baisser les taux, mais parce que sinon, ce n'est pas possible de comparer vos taux observés chaque année par rapport à un objectif qui a été calculé sur des bases de remboursement qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, de toute façon, on calcule toujours sur ça. Maintenant, deuxième élément, c'est que pour l'Optam, c'est un dispositif qui fige une période de référence. Il se trouve que la période de référence, la nouvelle période de référence du dispositif en vigueur actuellement, c'est 2022-2023, et ça ne peut pas changer individuellement pour tel ou tel médecin. Donc c'est bien cette période qui sera regardé. Donc ce même taux. Voilà. Pour répondre à votre question, si le médecin a fait du secteur 2 pendant un an, on regardera toujours l'activité qu'il a eue sur les années 2022-2023. Tout à fait. Les périodes de référence. Tout à fait. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on pourrait continuer encore pendant de nombreuses minutes, mais ça méritera peut-être de refaire un webinaire sur le sujet. Et donc, je vais demander à Patrick Gasser de conclure sur ce webinaire. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier ces 3 jeunes qui sont venus nous parler très ouvertement de l'Optam et quelle est la méthodologie. D'accord ? Après, je le rappelle, c'est un contrat qui est un contrat individuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un contrat à durée déterminée. Je le rappelle aussi, et c'est bien inscrit dans la Convention. Et même, je rappelle que à la dernière réunion que nous avons eue, la directrice adjointe de l'assurance maladie l'a bien redit. Pourquoi ? Parce que nous devions construire autre chose à l'arrivée de la CCAM. Et cette problématique du retard considérable de la CCAM nous pose un problème de validité même du contrat. Et donc, il va y avoir, je l'espère, une période de négociation compte tenu de ce retard majeur, car il ne faut pas se voiler la face, 12 mois de retard, 12 à 18 mois de retard, ça fait fin
2026, début 2027. Il n'échappera à personne que l'année 2027 sera de toute façon, j'ai bien dit de toute façon, une année blanche. Oui, j'ai un petit peu de bouteille de ce côté-là. Je rappelle qu'en 2027, il y a une élection présidentielle et que pendant cette période, tout est gelé et tout sera gelé. Donc ça veut dire une revalorisation pas avant 2028. Et mais ça, on l'a déjà dit, ce n'est pas acceptable. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui et ce que j'ai proposé à l'assurance maladie, dans un courrier d'ailleurs officiel, que nos collègues ont dû recevoir, d'un moratoire. Je pense que nous avons tous, et je pense que nos collègues qui nous écoutent aujourd'hui, ont une problématique vis-à-vis de leurs patients, d'accessibilité aux soins, d'accessibilité aussi sur le plan financier. Et l'Optam était une possibilité qui est à notre avis, à refonder dans sa globalité. C'était le moment de cette refonte. On a pris du retard et donc il faut prendre en compte ce retard. Mais c'est plutôt l'aspect politique des choses qui là est important. Mais je vous remercie encore une fois, vraiment très sincèrement, d'avoir expliqué simplement comment vous calculiez. Parce que nous-mêmes, et il me semble même que le directeur de l'assurance maladie m'a dit « je ne comprends pas bien comment on calcule ». Donc, je peux garantir que le directeur de l'assurance maladie comprend très bien comment on calcule. Alors c'est que vous vous défaussez là tout d'un coup. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Et donc ce webinaire a été enregistré et donc sera disponible pour les. Et nous en referons d'autres à la demande, bien évidemment, en fonction aussi de l'évolution voilà. Mais surtout, pas de précipitation. Beaucoup de demandes auprès de vos caisses. Ça, pour moi, c'est important pour qu'on puisse comprendre les usagers quand ils parlent de leur contrat de mutuelle. Je pense que même vous, parfois, vous ne comprenez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la moindre des choses, et je pense que vous êtes là et vous êtes venus pour ça. Donc, je pense que nos collègues sur le terrain peuvent aussi essayer d'avoir des les relais syndicaux aussi qui sont informés par ce biais. Donc, voilà. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.